Bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous accueillons Simon Valette, le proviseur du lycée français Anna de Noailles de Bucarest, en poste depuis quelques mois. Originaire de la région de Lyon, professeur de lettres, Simon Valette a commencé à enseigner dès l'âge de 23 ans, notamment dans des quartiers dits prioritaires, avant de devenir proviseur adjoint en 2013 dans un lycée de Lyon. Simon Valette, bonsoir. Bonsoir. Alors, je sais que ça fait peu de temps que vous êtes à Bucarest. Comment allez-vous? Tout se passe bien au lycée? Vous êtes content? Ouais, je vais très bien. Je trouve que c'est un très bel établissement dans lequel vraiment se passent de très belles choses, de beaux projets. On a donc des élèves de 3 ans jusqu'à 18 ans, donc de la petite section de maternelle jusqu'à la terminale, qui vivent la vie d'un établissement multiculturel dans lequel il y a plusieurs langues qui se parlent, qui font des projets magnifiques. Là, on vient de réussir un concours d'éloquence avec d'autres écoles internationales, le projet Winston Churchill. Donc c'était voilà, une très belle réussite pour nos élèves. Il y a de beaux projets sur l'environnement dans les petites classes aussi. Je trouve que c'est un lycée dans lequel les choses se passent bien. Mhm. Pour les élèves, quand on les interroge, ils se disent très heureux de l'attention dont ils font l'objet de la part des adultes. Ils se disent épanouis. Ils disent qu'il y a beaucoup de travail. Tout Mhm. ça, ce sont des choses très rassurantes pour un établissement scolaire. D'accord. Alors, quelle direction générale voulez-vous donner au lycée? Est-ce que, en tant que proviseur, vous avez suffisamment de latitude pour eh bien, mettre en place un peu votre touche personnelle et quelle est la philosophie d'éducation que vous voulez, pour toute section confondue, que vous aimeriez dérouler? Moi, je suis très heureux d'être au lycée Anna de Noailles parce que c'est un lycée multiculturel et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Donc, je vais être très vigilant à cette dimension-là sur La maintenir. l'apprentissage, Mhm. ouais, l'apprentissage des langues, sur l'ouverture au monde, sur former des citoyens. Voilà, moi, c'est ça les projets qui m'intéressent. Après, en tant que proviseur, je suis fondamentalement garant de la qualité pédagogique et de l'intérêt général. Donc, tout mon travail, c'est un travail très humain de discuter, de comprendre les besoins, les centres d'intérêt, de fédérer autour de projets communs. C'est ouais, une très belle mission. Mhm. Vous venez de répondre un peu à la question que je voulais vous poser parce que, effectivement, vous avez, comme vous le dites, des élèves très divers. Est-ce que vous pourriez nous dire, encore une fois, toutes sections confondues, le pourcentage d'élèves roumains, d'élèves français, d'élèves d'autres nationalités? Eh bien, on a à peu près 60% d'élèves qui sont des ressortissants roumains, 30% d'élèves qui sont ressortissants français, et ensuite, on a des élèves d'autres nationalités, donc c'est assez mélangé. Ça signifie que dans les couloirs de l'établissement, vous entendez parler bien sûr du français, vous entendez parler roumain, aussi de l'anglais. Et qu'on a des élèves qui me fascinent parce qu'ils sont capables de passer d'une langue à l'autre. C'est un beau défi que de faire tenir ensemble toute cette belle mixité. Mhm. Après, on est vigilant et c'est aussi ça que les parents viennent chercher sur le fait qu'il y a un projet France. C'est-à-dire que l'établissement, dans son principe, est un lycée français. Ça veut dire que l'écrasante majorité des heures de cours se fait en français. Et ça veut dire que c'est cela que viennent chercher les parents, les caractéristiques de l'éducation à la française. Ce qui nous distingue, c'est l'esprit critique, c'est la maîtrise de la langue, l'apprentissage de la littérature, c'est la capacité à avoir une démocratie scolaire. Et donc c'est tout ça qu'on vient chercher au lycée français. Mhm. Est-ce que vous direz que la promotion de la laïcité à la française est également quelque chose d'important par rapport à un lycée qui est en France? Eh ben, la laïcité à la française, c'est une valeur dans un établissement à l'international et en particulier au lycée de Bucarest. C'est une valeur et c'est une posture d'ouverture et de tolérance. Donc l'idée, bien sûr, c'est qu'on apprend à nos élèves à discuter du fait religieux, qu'il n'y a évidemment pas du tout de prosélytisme dans l'établissement. Tout ça sont des règles très claires qu'on explique aussi aux parents, qu'ils le savent et il n'y a pas de problématique particulière à cet égard. Mmh. Donc d'un côté, c'est bien maintenir cette espèce de mixité
culturelle, notamment. Est-ce que vous diriez qu'il y a également une certaine mixité sociale à gérer au lycée ou pas vraiment? Parce que je crois savoir que la plupart des élèves du lycée français viennent de familles qui ont aussi les moyens de se payer le lycée français. Eh bien, de fait, il faut avoir les moyens puisque le lycée est payant, donc c'est un établissement privé. Néanmoins, il y a une mixité. Il y a une mixité parce que on a des ressortissants français qui sont dans l'établissement au titre de l'aspect public de l'établissement. C'est aussi un établissement public qui doit garantir la continuité de l'enseignement pour les Français. Donc on a une certaine mixité sociale, ouais. On y veille, en fait, cette question de la mixité, mais c'est vrai aussi pour la partie culturelle de cette affaire, c'est par le respect, en fait, que ça passe. Et le respect, c'est pas seulement une affaire de leçon de morale, ça marche pas si on s'en tient là, avec des jeunes élèves. C'est beaucoup la question de projets, de les faire travailler ensemble, de les mettre en commun sur un sujet qui les passionne. Et donc là, ils vont développer de l'empathie, apprendre à se mettre à la place les uns des autres, à cultiver des différences, à connaître les différents points de vue. Et en fait, c'est par du concret que ça passe. Mhm. À la différence d'un proviseur dans un lycée français, quand je vous écoute, je me dis qu'il faut faire preuve ici à Bucarest d'encore plus peut-être d'ouverture et de tolérance parce que effectivement vous avez des élèves qui sont vraiment très de milieux culturels très différents. Et quand je vous écoute, je pense aussi à cette francophonie qui se veut multilingue, hein. Ils insistent beaucoup là-dessus que la francophonie, c'est pas simplement la promotion du français, et non pas au contraire, mais c'est surtout la promotion de certaines valeurs, d'un multiculturalisme et d'un multilinguisme. Ça, vous sentez proche de cette philosophie-là? Mais je suis très heureux que vous vous rappeliez ce qu'est la francophonie parce que c'est exactement ça au lycée français. C'est-à-dire que vraiment, moi en tant que proviseur, je dois faire de fait un pas de côté par rapport à ce que j'ai pu connaître dans ma pratique en France, puisqu'il y a des différences culturelles. Je travaille avec beaucoup de Roumains aussi dans mon équipe, donc tout ça c'est passionnant de voir les petites différences, les différences d'approche, comment on présente un sujet, comment on présente une réunion. Enfin, c'est très très chouette. Moi, je suis très sensible à ça et c'est ça aussi que je viens chercher. Et de fait, je vais être très attaché aussi à ce qu'on fasse la promotion de plein de langues. Il faut savoir qu'un élève au lycée français apprend 4 langues. Mhm. Le français, bien sûr, le roumain, l'anglais. Et on peut, sur l'anglais, avoir plusieurs ambitions, mais on peut être sur de l'anglais, je dirais, comme on le fait en France, et de l'anglais beaucoup plus poussé, puisqu'on a aussi une section internationale américaine. Et puis, on a aussi une langue 2, donc de l'allemand ou de l'espagnol. Donc, ça veut dire que vraiment, on a des enfants qui sont dans une posture d'ouverture par rapport aux langues. Et c'est pour eux une richesse extraordinaire. On trouve ça nulle part ailleurs. Mhm. Je me rappelle du témoignage de l'un de vos prédécesseurs, mais il y a plusieurs années, et qui était assez tendu vis-à-vis des désirs parfois un peu exagérés, on va dire, des parents d'élèves, et que c'était pas facile à gérer. Et je me rappelle voilà, de ce témoignage-là. Vous, est-ce que vous êtes face parfois à des parents d'élèves pas simples et qu'il faut gérer avec beaucoup de diplomatie ou peut-être de la fermeté, je ne sais pas? Eh bien, le lycée français, c'est un lycée privé, puisqu'il est administré, géré et la propriété d'une fondation. C'est-à-dire que c'est le lycée des parents. Donc, bien sûr que ce sont les parents qui vont être amenés à prendre un certain nombre de décisions que, en tant que proviseur, je vais accompagner, je vais pouvoir conseiller. Et puis, sur la partie pédagogique, évidemment, moi, j'ai des choses à tenir, puisqu'il faut qu'on tienne le référentiel français. En tout état de cause, Mais ça, ils le comprennent ils à le comprennent. 99%. Et bien sûr, parce que c'est ça qu'ils vont chercher, en fait, c'est ce référentiel-là. Mhm. Mais moi, je trouve que le fait que les parents aient des envies, bah, c'est très bien. On ne met pas son enfant au lycée français par hasard. Et donc, évidemment, ils viennent avec des attentes, avec des desiderata. Donc oui, c'est de la diplomatie. Il faut sans cesse expliquer, beaucoup convaincre, beaucoup se mettre autour d'une table pour voilà, mieux comprendre leurs attentes, essayer de voir dans quelle mesure on peut y répondre et
Ouais, c'est un travail passionnant à cet égard. Oui, ça doit être aussi pas simple parce que, étant donné que, encore une fois, le lycée a un certain coût, par rapport à un lycée en France, vous êtes peut-être, vous vous sentez parfois un petit peu plus pris face à un dilemme parce que précisément, comme vous le dites, ce sont les parents qui font le lycée. Donc, Les parents font le lycée sur les décisions je ne sais pas, de travaux, sur les décisions matérielles, sur certaines décisions financières, mais sur la partie pédagogique, sur le fait qu'il y a des programmes à respecter, sur l'inscription dans telle ou telle option, ça ne se c'est discute comme pas. ça et c'est pas autrement. Et ça n'est pas discutable parce qu'on doit tenir des exigences qui sont validées par des inspecteurs, qui sont des exigences dans le fond de qualité. Et ça, les parents le comprennent très bien en fait. Il n'y a même pas, je crois, de contentieux en fait D'accord. sur ces questions-là. Mhm. Les parents savent que l'enseignement qui est dispensé est de qualité. C'est ça qu'ils viennent chercher. Donc les discussions ne portent pas là-dessus. J'ai pas à faire preuve de fermeté en fait. D'accord, d'accord, très bien. Alors, je sais que vous vouliez qu'on parle un petit peu, notamment de la section maternelle, mais et donc vous allez en parler, mais de la maternelle au lycée, quelle section vous diriez demande le plus d'efforts en ce moment? Eh bien, toutes. Parce qu'en fait, la problématique que nous rencontrons, elle est commune à tous les établissements scolaires. On a une crise des vocations pour être professeur, et c'est vrai partout en Europe. C'est confirmé par une étude de l'ONU, et c'est vrai dans bien des endroits du monde. Donc, Pardon, excusez-moi, je vous coupe. Les professeurs au lycée français sont principalement français ou oui. voilà, tous, Pas tous. Ils pas sont tous. principalement français. Ceux qui ne sont pas français, qui sont ressortissants d'autres pays, ont un diplôme d'enseignement, euh, ont un master aussi. Et pour ceux qui arrivent d'autres systèmes éducatifs, ils sont formés par l'Agence de l'enseignement français à l'étranger pour qu'ils comprennent les attentes et le fonctionnement du système français et qu'évidemment, ils respectent les programmes et les modalités d'évaluation. Il n'en reste pas moins que même en ouvrant largement notre spectre pour le recrutement, on a une attention très particulière à nos ressources humaines. Nos professeurs sont la richesse de l'établissement, puisque c'est eux qui transmettent, c'est eux qui forment. Là, on est dans un moment où c'est un peu tendu de recruter des professeurs. Donc, nous faisons très attention à ceux que nous avons, nous les gardons, nous essayons de les choyer. Voilà, ça c'est un Et sujet de vous êtes vigilance pour éventuellement l'établissement. encore enfin, toujours un petit peu à la recherche de nouveaux enseignants? Eh bien, pour la rentrée scolaire prochaine, Ouais, oui, vous en avez besoin, ouais. on en a besoin parce qu'il y a un turnover qui est naturel dans un lycée français. Certains professeurs ont des contrats de 3 ans ou de 6 ans. Plutôt dans quelle section? Eh bien, plutôt dans les disciplines scientifiques. D'accord. C'est vraiment là qu'on a des Donc besoins. pour le collège, Pour le collège, pour le lycée. pour le lycée. Mhm. D'accord. Alors cette maternelle, vous vouliez qu'on parle un petit peu de la section de la Mais oui, maternelle? parce que la section de la maternelle, c'est un objet étrange dans bien des pays d'Europe. C'est un objet relativement unique. C'est l'une des principales caractéristiques du système scolaire français. Scolarité obligatoire dès 3 ans. Et la maternelle, c'est de 3 à 6 ans. En Roumanie, donc, il y a des gradinitsa. Pardon, excusez-moi, donc dans la plupart des pays d'Europe, il n'y a pas cette scolarité obligatoire à partir de 3 ans. Non, elle est recommandée. Elle est recommandée, d'accord. Et on est plutôt sur des modalités de type jardin d'enfants. Jusqu'à 5 ans, 6 Ouais, ans? jusqu'à 5 ans, Ouais. jusqu'à la classe qui correspond à notre CP. Encore une fois, On c'est apprend à recommandé, lire c'est et pas à écrire. obligatoire, alors qu'en France, c'est C'est obligatoire. D'accord. Et donc, cet objet étrange, moi, je tiens à en parler parce que c'est un très bel objet qui a beaucoup de valeur. La scolarité est devenue obligatoire récemment dès 3 ans en France. Avant, là, j'étais légèrement au-dessus. Et si c'est devenu obligatoire, c'est pour de bonnes raisons. D'une part, parce qu'en maternelle, évidemment, c'est là que s'acquiert la confiance en soi, la gestion des émotions en collectivité. En maternelle, on fait très attention aux liens affectifs et à la sécurité affective des enfants que nous accueillons. C'est des petits groupes. Il y a toujours 2 adultes avec les enfants qui aident les plus petits à faire tout ce qu'ils doivent faire. Et puis, ce sont des activités dans lesquelles on apprend la langue. Et au lycée français, on apprend même plusieurs langues.
Il y a évidemment l'essentiel se fait en français, quelques petites parties en roumain, rarement, mais on est vigilant parce que on sait que pour les petits qui sont roumanophones, il faut qu'ils aient un interlocuteur roumain qui puisse les aider pour qu'ils se sentent en sécurité linguistique. Et puis on commence à apprendre l'anglais en grande section. En tout état de cause, cette maternelle, c'est la garantie que votre enfant va réussir, parce que c'est là qu'on enrichit son vocabulaire, c'est là qu'on développe son empathie, c'est là qu'on développe sa confiance en soi et sa motricité. Et toutes les études montrent que plus on commence tôt, y compris très jeune, dès 3 ans, mieux ça se passe pour la suite. D'accord. Je me rappelle avoir interviewé notamment des psychothérapeutes qui, en Roumanie, qui se plaignaient pas elles-mêmes, mais qui disaient plutôt, qui critiquaient le fait que notamment les parents roumains chargeaient trop leur enfant d'activités extrascolaires et que également l'école roumaine chargeait trop l'enfant en devoirs et autres activités. Vous, par rapport à ça, parce que le système français, en tout cas, comme je me le rappelle il y a quelque temps, et par rapport au système anglo-saxon notamment, est assez lourd pour l'adolescent, enfin l'élève, l'adolescent, quand il est au collège, au lycée. Vous, par rapport à ça, qu'est-ce que vous pensez? Je pense que ça va être une introduction aussi à ce dont on va parler après, sur la concentration et les écrans, etc. Le besoin aussi de laisser l'enfant jouer ou tout simplement ne rien faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis très vigilant et un peu inquiet aussi sur cette question-là. Alors, il faut distinguer entre plusieurs âges, mais schématiquement, au primaire, et je dirais jusqu'à la fin du primaire, ça se passe plutôt bien à cet égard dans notre système, et en particulier au lycée. Il y a des temps de pause. Vous prenez soin de ne pas trop charger l'élève. Pour vous, c'est important. Absolument. Et vous le dites aux parents aussi, quand il faut? Et je le dis aux parents quand il faut. On a des élèves qui vont au lycée français parce que les parents veulent que leur enfant réussisse bien, qu'il fasse de belles études. On a des parents qui nous parlent dès l'inscription maternelle du bac international, de la poursuite d'études en université. Donc voilà, on a des jeunes gens qui sont programmés pour réussir. Et vous sentez ce besoin, pardon, excusez-moi, je vous coupe, précisément ce que vous dites, c'est, et ça j'ai souvent entendu, de parents roumains qui voudraient que leur enfant fasse ce qu'ils n'ont pas pu faire eux-mêmes, et donc il y a un peu une certaine pression sur les élèves. Il y a une ambition scolaire qui est indéniable et forte. Et ça, vous essayez de la temporiser de temps en temps? Eh bien, on explique aux parents ce qu'ils doivent entendre, c'est-à-dire que de nous faire confiance, parce que on a l'habitude d'accueillir des enfants et de trouver les meilleurs rythmes pour chaque âge. Et donc, sur le primaire, vraiment, on est très vigilant. Il y a des temps de pause. Quand l'école est finie, à 15h30, il y a une longue pause. Et puis ensuite, commence la pré-classe. Et sur la pré-classe, on essaye de développer évidemment une partie pour faire les devoirs, mais qui ne correspondent pas à un temps démesuré. Et ensuite, des activités artistiques. Voilà, tout ça, ça peut se faire dans l'établissement. Et on veille à ce que ce soit des activités créatives, d'expression. On peut aller jusqu'à 5h30 si on le souhaite. Rien n'est obligatoire, c'est vraiment comme on veut. En tout cas, on veille à ce qu'il y ait des respirations, des temps de pause, et que sur ces temps périscolaires, il n'y ait pas de pression. On est sur du travail de groupe, sur de la coopération, quoi. C'est vraiment ça qui compte. Et on essaye de décharger les enfants de la partie compétition qui va bien avec une forme de pression scolaire qu'on sent en Roumanie. Si je distingue et que je développe un peu, je dirais que moi, je suis un petit peu plus inquiet sur la partie lycée. Parce que sur la partie lycée, c'est là que beaucoup de choses se jouent sur l'avenir universitaire des jeunes gens. Et là, on a une grosse pression dont les élèves se plaignent, à mon avis, à juste titre. Notre lycée, il est désormais conçu... tout élève confondu, vous parlez de... D'accord. Il est conçu sur l'idée d'autonomie, c'est-à-dire que les élèves peuvent choisir toutes les spécialités qui les intéressent. Ils ont le choix entre 3 spécialités en première, qui peuvent être un mix de spécialités plutôt littéraires, et plutôt scientifiques, et plutôt linguistiques. On peut même faire les 3.
Et puis on retient 2 spécialités en classe de terminale. Là, l'ambition, elle est réelle, elle est forte. Il y a une pression qu'il ne faut pas nier. Et là, moi, je le rappelle à nos élèves des choses de bon sens. Faites du sport et faites vraiment du sport sur l'aspect coopération, jouez, amusez-vous. Prenez le temps de faire cela, même si vous avez des grandes ambitions et même si pour atteindre ces grandes ambitions, il faut travailler. Et à cet égard, voilà, au lycée, on est au clair avec ça. Nos élèves de première et terminale ont des devoirs surveillés le samedi matin. Ils font des devoirs en 4 heures, ils composent. Il faut s'entraîner, c'est nécessaire. Mais il faut trouver son équilibre et il faut garder du temps pour soi. Tous les samedis matins, c'est devoir surveiller. Ah non. Non, 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 non. Pour un élève de première, c'est peut-être un samedi sur 3. D'accord. Un élève de terminale, ça va être un samedi sur 2. Quand même. Ouais. Quand même. Bah ouais, mais il faut se donner les moyens quand on a de grandes ambitions. Mhm. Mais voilà, on rappelle, Ça, on rappelle ça. pas pour tous les élèves, ou que ceux qui ont de grandes ambitions, comme vous dites. Non, non, c'est pour tous les élèves de première et de terminale. D'accord. Ouais. Et après, voilà, par le jeu des options, des spécialités, on peut être amené à devoir composer davantage. Mais en tout cas, ça existe. Et je trouve que c'est quelque chose de très positif. Nos élèves sont bien formés, ils réussissent parfaitement bien le bac avec mention tous. Et ce qui nous importe, c'est qu'ils réussissent dans l'enseignement supérieur. Quand vous dites qu'ils obtiennent le bac avec mention tous, enfin, pas tous ont la mention. Alors, pas tous, mais l'écrasante majorité ont des mentions. C'est-à-dire 80% de nos élèves ont des mentions. 80% de vos élèves ont une mention au bac. De la mention assez bien à la mention très bien. À la mention très bien. Ça veut dire combien d'élèves? Ça veut dire que sur D'ailleurs, on l'a pas. Excusez-moi, c'est une question que je ne vous ai pas posée dès le début. Combien d'élèves en tout au lycée? En tout, 1030 élèves. Voilà. Et donc ça veut dire à peu près des promotions de 100, 120 élèves en terminale. D'accord. Voilà. Ça, est-ce que c'est pour vous une certaine pression de devoir maintenir tous ces baccalauréats avec mention? Pour moi, la pression, c'est de maintenir la qualité pédagogique. Donc, et de faire en sorte indirectement, oui. Bah oui, indirectement, oui. Et de faire en sorte que nos élèves... Vous vous sentez jugé là-dessus? Non, moi, je me sens pas jugé. Ce que je sais, c'est que pour les professeurs, c'est pas toujours simple. Parce que là, les élèves attendent de réussir, demandent beaucoup aux professeurs. Et donc, il faut qu'on donne des règles aussi sur l'usage des réseaux, par exemple, puisqu'on a un système de messagerie interne. On veille à ce que les élèves n'écrivent pas à n'importe quelle heure aux professeurs pour obtenir telle réponse qui leur manque pour réviser. Voilà. Et du coup, je rebondis sur la question des écrans. On a cette problématique-là avec les écrans, c'est-à-dire que, on sait bien, toutes les études le démontrent, plus les élèves sont sur les écrans, plus ils se font même, je dirais, parfois aspirer par les écrans, moins ils ont de capacité à se concentrer, moins ils soutiennent leur attention, moins ils sont capables d'écrire des textes complexes. Donc ça, c'est un apprentissage qui est difficile. Et le smartphone est permis? Non. C'est-à-dire? Alors ça, c'est complexe. Voilà, je le dis de manière transparente, on est sur un point qui est sensible dans l'établissement. Évidemment, le smartphone est interdit dans le primaire et ça pose pas de problème, tout le monde comprend et il n'y a pas vraiment de sujet. Le sujet, il commence en classe de 6e, donc pour des élèves qui ont 12 ans. Je rappelle que la recommandation quand même de l'OMS pour les élèves qui ont entre 13 et 16 ans, c'est pas plus de 2 heures d'écran par jour. Voilà. Écran smartphone, de télévision. Écran, disons, détente. Voilà. Écran détente, où on n'est pas là pour sur un écran d'ordinateur ou à regarder une présentation au tableau. Voilà. Or ça, c'est pas plus de 2 heures en principe. Et quand on voit la journée d'un collégien, oui, on se dit qu'il faut éviter de dépasser 2 heures, sinon ça veut dire que l'enfant ne dort pas. Donc voilà, téléphone portable interdit dans l'établissement, mais il faut bien reconnaître qu'on a du mal. Dès l'entrée de l'établissement, téléphone portable on peut l'avoir en possession, mais il doit être éteint. Il doit être éteint. Jusqu'à la fin de la journée. En principe, oui. Sauf cas d'urgence. Et le sauf cas d'urgence, c'est voilà, j'ai besoin de téléphoner à mes parents parce que finalement, il y a un changement d'emploi du temps. Je voudrais qu'on vienne me chercher plus tôt. Enfin, voilà. Et donc, comment vous faites quand c'est l'inverse, quand les parents disent mais moi j'ai besoin d'être en contact avec mon enfant? On dit aux parents que la règle, c'est à la fin de la journée. Ouais. Et voilà.
Et voilà, et c'est compliqué. C'est- Et là, clairement, c'est compliqué. Mhm. Pour les lycéens, les règles sont un peu plus souples, mais en C'est principe... compliqué aussi de le faire comprendre aux parents Ouais, bien Ah oui, sûr. Ah bah oui, d'accord. oui. Ouais. Ah oui, oui, là, c'est un apprentissage collectif. Tout le monde Mhm. doit se servir, doit se surveiller, y compris voilà, les personnels de l'établissement, de ne pas avoir son téléphone Ouais, parce que dans les ça vaut couloirs. pour les professeurs aussi. Bah, c'est-à-dire que les téléphones peuvent se servir de leur téléphone, ils en ont besoin, mais en principe, pas dans les couloirs, pas à la vue des élèves. On a tous un devoir d'exemplarité. D'accord. Ah, donc, quand on se balade en journée dans le lycée français, c'est un endroit où on ne devrait pas voir normalement de smartphone ou alors très peu. Ouais. C'est un lieu assez original en ce sens parce qu'il Oui, y a peu d'endroits où on... c'est un lieu relativement unique Oui. et Ouais. c'est ce qui rend cette interdiction ou cette règle plutôt difficile à Mhm. tenir. Mhm. Ce que vous dites sur la concentration, les écrans, est, euh, est très intéressant. Et en tant que journaliste, ce sont des questions que nous nous posons aussi beaucoup. Et il est avéré que euh, il faut aujourd'hui être tout à fait vigilant, notamment avec les plus jeunes, sur ce genre de, voilà, de nouveaux moyens de communication. Vous, de façon, si on met les choses en perspective, comment pensez-vous que tout ça va se mettre en place? Est-ce que vous pensez véritablement que, mais aussi vis-à-vis de l'intelligence artificielle, j'imagine qu'avec GPT, entre autres, c'est aussi un problème en termes d'apprentissage parce que le professeur peut se retrouver face à un devoir, il ne sait pas si c'est celui de l'élève ou celui de l'intelligence artificielle. Donc, vous, par rapport à ça, vous vous dites, ce qui est un petit peu la politique que l'Union européenne veut mettre en place, une certaine régulation, Mm. il croit à ça, puis d'un autre côté, on se rend compte que ça va être quand même de plus en plus difficile de réguler. Donc, quelle mise en perspective, comment vous voyez l'éducation demain avec ces nouveaux outils, mais comment? Eh bien, moi, je dirais que la tâche est lourde pour les jeunes gens que nous formons à l'heure actuelle, parce que c'est eux qui vont vivre vraiment avec tout cela. Et que par rapport à moi, quand j'ai passé le bac où les téléphones portables n'existaient quasiment pas, moi, j'avais pas à devoir dominer tous ces outils, à m'interdire de les utiliser ou à savoir les utiliser à bon escient. Je veux dire que euh, il va falloir les utiliser, il va falloir les utiliser dans le champ de l'éducation. Je relisais le rapport de l'UNESCO sur le sujet qui est sorti en mai dernier, qui invite tous les systèmes scolaires ou toutes les écoles à se doter d'outils de régulation, mettre une charte de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Oui, c'est une nécessité absolue. Il est clair que pour l'instant, nous nous trouvons un peu démunis sur le sujet, parce que le sujet est tout récent. ChatGPT, c'est peut-être généralisé il y a 1 an. Donc là, il faut qu'on apprenne à travailler avec cela. Donc l'idée, c'est de dire pour l'instant à nos jeunes gens, OK, vous avez ChatGPT, faites votre devoir à la main, tout seul, sans ChatGPT. Peut-être comparer avec ChatGPT si c'est un travail personnel pour voir un petit peu ce à quoi vous n'avez pas pensé. Je sais que Sciences Po Lyon ou Sciences Po Paris font des modules d'apprentissage, des caisses à outils sur comment se servir de ChatGPT. Donc ça, c'est un usage qui peut être fait et c'est un usage qu'on va devoir promouvoir en classe parce que de fait, ChatGPT ou d'autres logiciels d'intelligence artificielle vont s'insinuer dans tous les aspects de notre vie quotidienne, tous les aspects pratiques. Donc, c'est ça en fait, on doit apprendre à s'en servir. Mais il en va de même pour le téléphone portable. Le téléphone portable est interdit au lycée français, sauf quand on en a besoin. Et celui qui dit qu'on en a besoin, c'est le professeur. Pour certains exercices, on a besoin du téléphone portable pour faire une recherche ou pour répondre à un questionnaire en ligne. Et donc là, c'est un outil qui est parfaitement légitime et qui est même formateur. Les jeunes gens que nous formons, demain dans les entreprises ou dans leur vie professionnelle quelle qu'elle soit, auront à se servir de ces outils, mais ils auront aussi à se défendre de s'en servir le soir, très tard, pour s'ils veulent pas devenir insomniaques. Donc c'est tout ça qu'on doit apprendre. Il y a des problèmes d'insomnie chez les lycéens, les collégiens, vous l'entendez? Je l'entends, et pourquoi n'y en aurait-il pas? Parce que les adultes en ont aussi, et parce que la consommation d'écran tard le soir en est largement responsable. Mm. Donc bien sûr, on répète ces règles-là aux parents, on est vraiment dans
la coéducation, dans l'idée de se dire, de comprendre pourquoi un enfant regarde le téléphone tard le soir, d'essayer de voir comment, avec les parents, on peut trouver les mots et les moyens aussi de faire diminuer ce phénomène-là. Simon Valette, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous au micro du soir. Ça fait un petit moment que j'avais envie de vous inviter. Enfin, vous êtes arrivé il y a pas très longtemps. En tout cas, bonne continuation dans votre mission au lycée. Et je vois que vous avez tous les outils en main. ChatGPT a mis à part peut-être pour mener à bien votre mission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce vendredi. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur la page Facebook de RFI et elle sera également éditée, le podcast et la vidéo, sur le site rfi.ro. À bientôt la semaine prochaine. Week-end Placoute. Au revoir.